On a voulu, avec ce cycle, raconter l'histoire de Bagneux à partir des traces de son passé, sans viser l'exhaustivité, mais plutôt en donnant des coups de projecteur sur certains monuments, et puis aussi en se disant que ça permettrait de découvrir tous les métiers qui sont liés à la conservation et la restauration du patrimoine. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Guillon, qui est archéologue, et qui va nous expliquer ce que c'est que l'archéologie préventive de manière très appliquée, puisqu'en 2010, à Bagneux, à l'occasion d'un diagnostic conduit par le service archéologique du département des Hauts-de-Seine, M. Dian a découvert un certain nombre de vestiges mobiliers. Et il va nous montrer en quoi ça éclaire l'histoire locale. Voilà, et la grande histoire aussi. Donc, bienvenue à Bagneux. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir. Bonne soirée à tous. Merci. Je vous fais un petit retour, une petite parenthèse, j'espère que ce ne sera pas trop longue, sur le service, sur comment on pratique l'archéologie dans une collectivité territoriale, en l'espèce le département des Hauts-de-Seine, et puis après je vous présenterai les procédures. Je vous rassure, je ne serai pas trop long. Donc le service, on fait de l'archéologie au titre du département des Hauts-de-Seine depuis 2006. Évidemment, vous savez tous, on a fait des découvertes archéologiques depuis fort longtemps dans tout ce département, y compris à Bagneux d'ailleurs. En 2006, le département s'est doté d'un service chargé de 3 missions, qui était dans un premier temps d'inventorier tous ces contextes archéologiques, les sites, mais également les objets, les regrouper au sein de bases de données, de cartographier tous ces vestiges. Alors, les cartographier, je vous passe les aspects très techniques, et sont des cartographies informatiques. Il ne s'agit pas simplement de mettre des points sur les cartes, ça va bien plus loin, ça permet de croiser les informations. Retenez ça, c'est ça qui est important, c'est de croiser les informations de divers ordres. Et puis, évidemment, de valoriser cette connaissance réunie, comprise et parfois même réinterprétée. Alors, les missions, elles sont scientifiques également. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de missions scientifiques dans le cadre de l'exercice en collectivité. Scientifique, évidemment, on pense à l'étude. L'étude, je vous ai dit, à plusieurs échelles. Les objets, alors c'est des objets qu'on va découvrir dans son jardin, lors de travaux, des découvertes anciennes dont on a perdu la provenance, des sites. Alors là, on s'approche davantage des découvertes archéologiques récentes, c'est-à-dire on met des moyens pour aller appréhender des sites complets ou pas d'ailleurs, et puis plus globalement des territoires, parce que l'archéologie, avant tout, s'attache à comprendre des populations et des territoires, tout cela dans la durée. On réalise aussi un certain nombre d'expertises sur du mobilier, vous l'avez dit tout à l'heure, découverte du mobilier archéologique, mais également sur de l'immobilier, il ne faut pas l'oublier. On a peu de choses conservées en élévation lorsqu'on arrive sur un chantier archéologique, des arrases de murs, quelques structures, des puits creusés dans le sol. L'archéologue, notamment ceux qui s'attachent à l'étude des périodes modernes, contemporaines, dans certains cas antiques et médiévales, travaillent aussi sur du bâti en élévation, et vous le savez, on a encore un certain nombre de bâtiments qui relèvent de périodes plus ou moins anciennes et qui nécessitent d'être étudiés au même titre que des vestiges archéologiques enfouis, puisque tout ça, ça constitue un tout assez cohérent. Cette expertise, elle se fait évidemment dans un cadre spécifique qui est, vous l'avez dit, l'archéologie préventive. La plupart du temps, évidemment, l'archéologie va bien au-delà de l'aspect préventif. En 2 mots, l'archéologie préventive, c'est cette archéologie qu'on fait en amont des projets d'aménagement, avant que les sites ne soient détruits de manière irrémédiable. On va collecter des informations, c'est ce que l'on appelle la sauvegarde par l'étude. Alors c'est une bien maigre consolation, on devrait sauvegarder par l'étude, mais on collecte au moins cette donnée si l'on accepte cependant de détruire les vestiges, je parle des vestiges immobiliers, bien évidemment les vestiges immobiliers on les collecte. Donc dans ce cadre-là, on réalise des études d'impact. Ça peut être des promoteurs immobiliers, des autoroutiers. Alors il y a moins d'autoroutes qui se construisent maintenant dans les Hauts-de-Seine et à Bagneux, je vous l'accorde, mais on a beaucoup de projets de construction. Les projets par exemple de réseau de transport du Grand Paris supposent un certain nombre d'études d'impact en amont auxquelles on répond, et ça suppose en préalable une connaissance de ce cadre. Et puis la valorisation que j'évoquais tout à l'heure se fait au niveau des sites et des objets, mais également sur des séries d'objets et parfois des synthèses thématiques, des synthèses chronologiques ou sur un certain type de mobilier. Alors depuis 2010, on pratique dans le département, du moins le département pratique sur son propre territoire, l'archéologie dite préventive qui se décompose, je ne promets, je ne vais pas être trop long là-dessus, en 2 grandes parties
de grandes étapes qui sont dues par le diagnostic, un petit peu comme lorsque vous vendez une maison ou un appartement, vous recherchez des thermiques, de l'amiante ou du plomb. Je sais, c'est très dévalorisant pour l'archéologie. On est traité un petit peu comme ça, dans le cadre de l'aménagement du territoire. On réalise un diagnostic préventif pour voir si, éventuellement, sur l'assiette du terrain concerné, des vestiges seraient enfouis et nécessiteraient une étude préalable. C'est de cette opération, ce type d'opération que je vous parlais tout à l'heure, c'est ça qu'on a conduit à Bagneux. Si cette opération de diagnostic révèle des vestiges, évidemment, on ne s'arrête pas là, du moins on ne s'arrête pas systématiquement là, de deux choses. Soit on considère que, alors, en premier d'ailleurs on peut imaginer qu'il n'y a pas de vestiges ou quelqu'un dossier. Si jamais il y a des vestiges, on peut considérer que leur degré de connaissance est suffisant. On a trouvé quelques objets isolés, mal conservés, un bout de mur mal conservé, mal daté. On ne peut pas asseoir de véritables problématiques scientifiques, ni patrimoniales d'ailleurs, et on accepte que le site soit détruit à ce niveau-là de collecte de données. Un autre cas de figure peut se présenter, qui est un site bien conservé, qui s'intègre à un contexte particulier, une problématique scientifique à l'échelle communale, voire à l'échelle nationale, et à ce moment-là, alors c'est pas nous, un département, collectivité qui décidons de poursuivre en foule, c'est le préfet de région, c'est l'État déconcentré dans les régions qui demande à ce qu'une foule soit réalisée en préalable de l'aménagement qui, on le sait, détruira ces vestiges. Alors, le territoire de... Je sais pas si vous ça sort. Le territoire des Hauts-de-Seine, vous le voyez, il n'est pas si grand que ça. Ce que vous voyez en rouge, désolé, c'est petit, je ne peux pas faire mieux, c'est la taille des opérations qu'on a conduites. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les parcelles qui ont été étudiées. Alors là, vous avez la vraie surface. J'aurais pu vous mettre des points, ça aurait été beaucoup plus lisible. Mais vous voyez qu'on a des parcelles qui sont de taille très différente. Ici, à Antony, alors Bagneux, la parcelle dont je vous parlais, elle est là. Et il reste encore beaucoup à faire sur ce territoire de Bagneux. Cela dit, il y a des communes complètes sur lesquelles nous ne sommes pas intervenus. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, c'est pour vous dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et puis d'autres sur lesquelles la documentation commence à être plus conséquente. Ce sont des communes qui sont particulièrement surveillées, notamment, particulièrement d'ailleurs grâce à la mise en place d'arrêtés de zonage. Le préfet demande à ce que tout, par exemple, toute partie des autorisations d'aménagement, des permis de construire, par exemple, soient transmis pour examen préalable. À Bagneux, on n'est pas dans ce cas de figure, et les dossiers sont transmis sur la base du volontariat. Donc, ça revient un peu se tirer une balle dans le pied quand on est aménageur de demander à ce qu'on fasse de l'archéologie avant de construire. Oui, on pourrait le concevoir comme ça. C'est aussi une grande partie du travail que l'on a mené depuis 2006 et puis plus encore depuis 2010, de convaincre les gens en charge de l'aménagement du territoire, tant les élus que les aménageurs, publics et privés, que certes, les dossiers ne sont pas obligatoirement transmis pour examen au préfet de région, mais que la loi, parallèlement, interdit la destruction de vestiges. Et la loi, elle est complexe. La destruction intentionnelle de vestiges, c'est noté dans le... Ah oui, destruction intentionnelle, c'est-à-dire qu'on fait exprès des trucs. Dans les découvertes fortuites où on trouve des choses sans faire exprès, si on continue les travaux, et si on les détruit, c'est intentionnel, donc c'est une destruction intentionnelle, et ça relève du code pénal. Dans les choses qui fâchent tout de suite, on va dire des choses plus sympathiques. Alors, ce territoire de Bagneux, jusqu'à présent, il était encore peu connu, du moins il était connu par des découvertes, je parle de l'archéologie, mais évidemment, je n'ai pas la prétention de parler du bâti et de l'histoire de la ville. Au plan archéologique, il était connu par des objets plutôt isolés, qui relèvent dans une large mesure de la collection Bogarny. C'est notamment ce d'or. Alors ça, c'est un collier qui était porté au second âge du fer. On se situe au IVe siècle avant notre ère à peu près. Le vrai problème dans cet objet est parfaitement authentique. C'est un objet qui est typique de la Marne, de la région champenoise au sens large. En revanche, en Ile-de-France, on n'en a pas. C'est le problème aussi de ces collections anciennes. De temps en temps, on a des provenances qui sont un petit peu douteuses. Alors, je ne peux pas jeter le doute sur toutes les collections anciennes de Bagneux. Là n'est évidemment pas mon objet. Ceci étant, cet objet-là, moi, en tant qu'archéologue et spécialiste de cette période, me pose vraiment un problème. Encore une fois, je vous dis, parfaitement authentique. L'origine bagnolaise est, à mon sens, très douteuse. Pareil que les monnaies, si vous voulez, les monnaies sont des petits objets, il est difficile quand on n'a pas le contexte de restituer un certain type d'occupation. Une monnaie, ça fait principe, une monnaie, vous savez, ça peut se perdre même maintenant. Et quand on connaît la diversité des sites à l'époque antique, il peut s'agir de villas, il peut s'agir de sanctuaires, il peut s'agir de sépultures. On connaît vaguement, je dis vaguement, on
connaît très précisément le type monétaire qui circule à cette époque-là. Il y a quelques émissions qui sont particulièrement anciennes à Bagneux, et là aussi qui appellent la plus grande circonspection. Un autre ensemble aurait mérité, après j'arrête sur les considérations négatives, je vous le promets, un autre ensemble aurait mérité, à mon avis, un nouvel examen, c'est la place d'Ampierre. L'ensemble, une grande partie de ces découvertes anciennes est attribuée à la place d'Ampierre de manière diachronique, c'est-à-dire qu'on a un petit peu toutes les périodes qui sont présentées sur cette place d'Ampierre, une sorte de gisement archéologique phénoménal, du moins c'est ce qui apparaît au travers des mentions de provenance. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de déclarer ces travaux. Je ne dis pas que les vestiges ont été détruits, loin de là, mais ça aurait été l'occasion peut-être de vérifier un certain nombre d'hypothèses que d'intervenir sur ce secteur. Voilà, je l'ai dit. On va passer maintenant à un autre secteur. Vous voyez ici, vous connaissez le noyau urbain médiéval, avec l'église Saint-Herbelin au milieu, pour nous, qu'à l'école. Là, c'est le cadastre napoléonien qui a été numérisé et géoréférencé. Alors, géoréférencé, c'est un gros mot. On a donné des coordonnées géographiques en abscisse et en ordonnée à ce document et qui, sur informatique, vient se coller au plan actuel, au cadastre actuel. On peut superposer le cadastre napoléonien au cadastre actuel et puis voir un petit peu l'évolution. On le fait sur le cadastre napoléonien, on le fait aussi sur le cadastre 1930, un petit peu plus difficilement sur les cartes des chasses, qui sont des documents qui sont moins précis, évidemment, les échelles ne sont pas les mêmes. Ceci étant, vous voyez ici ce cadastre napoléonien et puis ces lignes violettes, ça c'est le cadastre actuel, et ce sont les parcelles sur lesquelles nous sommes intervenus en 2010. Et vous voyez, constitue exactement en marge, voire au contact, de la rue des Fossés, qui porte très très bien son nom pour un bourg médiéval. Vous imaginez dans quel état d'esprit on était quand on est arrivé sur ce chantier, en imaginant du Moyen-Âge à profusion. Alors ce dossier, il a été instruit sur la base du volontariat. C'est un aménageur qui a adressé son permis de construire pour examen préalable à la DRAC, qui, évidemment, considérant ce genre de document, c'est moi qui l'ai fait, mais la DRAC dispose à peu près de tous les mêmes outils, a considéré que, évidemment, une sensibilité archéologique très forte pouvait être déterminée ici, et qu'il était nécessaire au moins d'envisager un diagnostic. Alors vous voyez ici d'autres documents, je crois que c'est pour ma tendance. Hein. Et puis l'église Saint-Herbelin, bien évidemment. Ce diagnostic archéologique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première opération. Ça consiste en l'ouverture de sondages. Alors des sondages, on ne les fait pas dans un coin de la parcelle. Je peux vous parler déjà, je me suis dit, c'est juste au qualifique. Ces sondages, on les ouvre de manière à ce qu'ils soient le plus représentatifs possible de la parcelle. Une fois qu'on a fait ces ouvertures, il faut être en mesure de dire quel est le potentiel archéologique du terrain. Est-ce qu'il existe réellement ? On fait venir des engins de terrassement, parce qu'on imagine toujours les archéologues avec des petits pinceaux de grand âge, on rassure, des truelles. Le plus souvent, on travaille avec des pelles mécaniques, celle-là est encore assez petite, mais également des pelles et des pioches. On ouvre donc des sondages jusqu'à l'apparition du sol naturel que vous voyez ici, qui est plutôt jaune, et tout ce que vous voyez, on le verra mieux sur le cliché suivant, tout ce que vous voyez ici en gris, ce sont ce qu'on appelle des anomalies, non pas géologiques, mais anthropiques. Ce sont des creusements faits par l'homme et remblayés avec d'autres sédiments que les sédiments en place. Alors voici ici la parcelle qu'on voit tout à l'heure avec les lignes violettes. C'est le plan de ce diagnostic, avec la rue des Fossés qui passe ici. La rue des Fossés qui passe ici, et puis vous voyez les deux sondages qu'on voyait précédemment, ce sont ces deux-là. Alors, en blanc, ce sont les parties que nous n'avons pas ouvertes, donc on peut imaginer qu'il y ait d'autres vestiges, et on a très probablement, en orange, vous voyez, sur ces ouvertures, toutes les petites taches sombres, ce sont des creusements, des fosses, dans le temps des fosses de plantation d'arbres. On se situe ici dans la marge du domaine de Richelieu. Je ne dis pas que c'est un de Richelieu, c'est pas ça, mais c'est pour vous situer géographiquement. Des fosses de plantation, des fosses des dépotoirs, et puis en noir, ce que vous voyez ici, ce sont des murs. Alors il est probablement au contact de ces bâtiments. On avait encore l'accroche des murs pignons. Qu'est-ce qu'il y a en noir ? Pardon ? En noir ? En noir, ce sont des murs.
des tronçons de murs. On verra en photo après à quoi ça ressemble. C'est des petits bouts de murs qui sont conservés sur une hauteur très faible. Ici, une conduite à souterrain dans lequel nous ne sommes pas rentrés pour des raisons de sécurité, qui était voûtée, soit une conduite, soit une citerne. Ça, c'est une étude documentaire que nous aurions dû engager dessus, donc pas eu le temps de mener. Mais voilà, probablement une structure liée à la circulation de l'eau ou à son stockage. Vous voyez ici d'autres fosses de plantation d'arbres. On fait des trous, on plante des arbres, on est dans un domaine. Et puis, alors quand ça prend des formes un petit peu plus étirées, ici, vous voyez, c'est un fossé. Donc un petit fossé qu'on a le long des chemins, le long des routes, qui délimitait une parcelle ou qui venait montrer un petit chemin. Ici encore, un mur. Alors là, on dirait le mur de Pharaon, mais ici, c'est un puits. On se situe en limite de parcelle. Et cette grande fosse ici, c'est l'endroit duquel provient la majeure partie des vestiges que vous allez voir tout à l'heure. Le terrain, il faut vous le connaître. Il me semble que le local, si tu parles, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Le terrain ici à l'origine était extrêmement pentu. Maintenant, il est terrassé. Il y a un mur qui se situe, je ne sais plus par là, je crois. Qui doit être là, juste là, et juste là. Pardon. On est à côté du puits Saint-Étienne. Oui. C'est là qu'est sorti la moitié de l'Arc de Triomphe, il me semble. Je suis pas responsable. Puits Saint-Étienne. Ah si, la moitié de l'Arc de Triomphe est bien du puits Saint-Étienne de Bagneux. Mais oui, effectivement, c'est du puits Saint-Étienne. Donc on a un mur de terrasse ici, et à l'origine, le terrain était en pente. Donc tout ça, ça a été modifié. On verra, on a des idées sur la date à laquelle ça a pu être fait. En contrebas, des bâtiments qui étaient encore en élévation, des zones sur lesquelles on aurait dû intervenir mais qui étaient encore des espaces de cheminement. C'était le chemin d'accès au parc, évidemment, on n'a pas pu l'ouvrir, des arbres qui bordaient cette parcelle, qui étaient encore en place à l'époque, je ne sais pas si ils le sont toujours d'ailleurs, et puis ici, l'accès au parc. Autant de zones que, en théorie, nous aurions dû ouvrir, sonder, et nous n'avons pas pu faire. Et puis ici, on reverra la base d'un petit bâtiment qui a livré des éléments aussi intéressants, mais dans un autre registre. On dirait un diagramme électrique, c'est absolument atroce. C'est pour vous montrer la complexité aussi de ces choses et l'apport d'une archéologie plus tournée vers les sciences modernes, les sciences dures, l'informatique, avec une méthodologie très, très pointue. Ici, les petits numéros sont les numéros des couches stratigraphiques, dans lesquels on va trouver éventuellement du mobilier qui se succèdent, qui vont parfois se regrouper et qui nous permettent de retracer, alors d'une manière très, très virtuelle, très artificielle, la succession événementielle de tout ce qui s'est passé sur la parcelle, avec évidemment des grandes phases. On est dans l'époque moderne au sens large ici pour ces numéros de couches, et on verra quoi ça correspond après, fin du 18e, début du 19e. Vous voyez, c'est à peu près dans ces périodes-là que l'on a travaillé sur cette parcelle. Alors, vous voyez les aménagements du jardin, le puits, vous le voyez, alors nous ne l'avons pas sondé pour des raisons de sécurité, parce que descendre dans un puits, d'une part, ça requiert des compétences particulières, ça les requiert d'autant plus lorsqu'ils sont comblés. Moi, je ne connais pas l'état de conservation de ce puits-là, je ne sais pas si les pierres sont encore bien scellées, si c'est solide. Ça représente un travail de terrassement conséquent, de vider un puits à la main. On a recueilli quelques éléments de datation, donc la céramique cassée, c'est ce qu'on trouve la plupart du temps sur ce genre de chantier, sur les chantiers archéologiques de manière générale. La céramique, c'est le matériau le plus courant de la vaisselle cassée, des récipients de stockage. Et puis on en est resté là. Ce que vous voyez ici, ce sont ces fosses de plantation. Donc imaginez ici un trou fait par des jardiniers, puis un arbre planté dedans. Alors sur l'espèce, évidemment, l'archéologie nous répondra un peu difficilement. La palynologie, on oublie parce que les pollen ont été mélangés au bon moment. On pourrait éventuellement faire des études dans les sédiments et rechercher. Ça ne présente pas un grand intérêt, d'autant que les sources écrites a priori pourraient nous renseigner de manière assez précise et à moindre frais. Quand même. On n'est pas sûr de tout. Quand on engage des analyses, ça coûte assez cher. On sait que ce sont des fosses de plantation d'arbres. Est-ce que ça apporterait grand-chose? On connaît à peu près les espèces à cette époque. Sur cette période-là, ça a été détruit. C'était à l'hôtel de ville au moment de la commune. Oui. Donc il y a les sources écrites. D'accord. Comment dire, ici
vous apercevez un autre fossé avec des relations avec une de ces fausses de plantation. Donc on a plusieurs états. En l'état, il est difficile de les dater. A priori, ces fausses de plantation, elles étaient attribuables à la fin du XVIIe et au milieu du XVIIIe, d'après le matériel qu'on retrouve dedans, ce qui est sujet à caution. On ne prend plus en rien si même l'archéologie ne donne pas de données fiables. Sujet à caution parce que les racines des arbres peuvent mélanger du matériel. Du matériel peut être d'ailleurs apporté lorsque les arbres sont dessouchés des plantes. Je vous ai montré tout à l'heure une grande fosse à côté de ce puits qui nous a livré dans un premier temps des éléments céramiques en grande quantité. Il s'agissait de fragments de Nevers qu'on verra plus tard. Et ce qui nous a conduit à ouvrir plus largement. On a vu ces sondages archéologiques qui sont des tranchées, ni plus ni moins, présence, absence de vestiges. Lorsqu'il y a présence de vestiges, et notamment il s'agit de vestiges mobiliers, on essaye de les caractériser, donc on essaye de savoir à quoi on a affaire. Et cette concentration de céramique, il s'agissait de cache-pot, de faïence de Nevers, a attiré notre attention. On a ouvert un petit peu plus largement autour de cette tranchée. Et là sont apparus des éléments qui sont tout à fait atypiques, qu'on a peu l'occasion de rencontrer sur les chantiers archéologiques, qui sont d'ailleurs assez peu connus, qui sont des statues en terre cuite. Alors vous les voyez ici au moment de la découverte, on les verra après le nettoyage, ils ne sont pas restaurés. C'est un travail qui reste à faire, qui apportera sans doute beaucoup d'informations. Là, les voici au moment de la découverte, donc des objets, enfin des sculptures qui étaient associées à des remblais assez riches. Le terrain était en pente. A priori, tous ces éléments participaient d'un décor de jardin. On va voir tout ça en détail. Un décor de jardin qui a été détruit et mis à profit pour remblayer cette partie en pente de la parcelle et la terrasser. On aperçoit ici donc une demi-statue, on pensait avoir la suite. On n'a pas une partie inférieure, on voit le socle avec les pieds, et ici une brassée de fleurs dans un pli du vêtement. Et puis ici une tête que au début j'ai cru être féminine, qui est parfaitement masculine, et d'autres éléments qui sont des bases de balustre. Alors tout ceci, on avait beaucoup de mal à l'interpréter. Alors prenez les statues. Comment interpréter tout ça? Combien de statues? À quoi ça correspond-il? Voici ces éléments de balustre qui peut les nettoyer. Donc des bases, vous imaginez, une balustrade mais en terre cuite. Alors ça se fait de temps en temps, pas simplement dans les ornements de jardin, mais ça se fait plutôt dans les régions méridionales, au sud de la Loire. C'est vrai qu'ici, ça craint un petit peu plus le gel. De fait, on a beaucoup d'éléments qui ont été cassés lors de leur rejet à cet endroit-là, et qui avaient été cassés préalablement. C'est le cas d'une des deux statues, notamment, qui avait fait l'objet de réparation. On voit ici un matériel qui est d'assez belle qualité, mais on n'a pas de doublon. On n'a pas l'impression, du moins, qu'on ait une série de balustrades, de balustrades qui pourraient constituer une grande balustrade. Donc plutôt des sujets ponctuels qui correspondraient peut-être à des ornements sur le socle du statue. Voici un détail, vous voyez ces deux types assez différents. Sur certains, lorsque l'état de conservation est satisfaisant, on aperçoit encore des traces de polychromie. C'est le cas aussi sur des pots comment dire, des cache-pots plutôt, en terre cuite, du verre, bien souvent. Autrement, des traces d'engobe blanc qu'on aperçoit ici, qui ont vocation à imiter la pierre, évidemment. Alors voici un cache-pot qui, cette fois-ci, lui, est véritablement en pierre. Il s'agit d'une très belle pièce, alors pas décorée, d'accord, mais une très belle pièce. Vous voyez l'échelle ici, ça fait une dizaine de centimètres. Vous voyez un beau cache-pot. Et ces fameux fragments de faïence de Nevers, les voici tels que, alors après le nettoyage, tels qu'ils apparaissaient au moment de la découverte. On a une grande quantité, j'ai plus le chiffre en tête, j'ai le rapport, je peux vous le dire, mais ça représente plusieurs pièces de matériel, de très belles factures. Et alors lorsqu'on les remonte, on a la chance d'avoir des récipients assez bien conservés. On s'aperçoit qu'il s'agit de vases Médicis, ce type de vase de jardin, de vase ornemental assez répandu, mais ici de très très belles factures. Il manque ici, alors on peut restituer le profil complet, on peut prolonger ici, il manque la partie inférieure qu'on a, je crois, ici. Alors c'est pas la partie inférieure du vase qu'on vient de voir, c'est celle d'un autre vase, et évidemment les choses ne sont pas suffisamment bien faites pour que tout remonte ensemble, mais ça vous donne une idée aussi de la ligne générale de ce récipient. Des pots qui sont, beaucoup de céramique qui est liée au jardin, vous voyez, des cache-pots, des pots horticoles. Je ne vais pas montrer la quantité astronomique de pots de fleurs montrés qui ressemblent furieusement à ce qu'on a encore au fond des jardins aujourd'hui. Mais voilà, on les a collectés également. C'est une information. Ouais, pardon.
Comment pouvez-vous dire que c'est vraiment de la faïence de Nevers, parce que les pots qu'on a dit auparavant? Alors, on a des catalogues par exemple sur celui-là, il y a des catalogues sur les manufactures, il y a des études, alors c'est pas forcément publié très largement, mais des publications archéologiques notamment, sur les productions, sur leur diffusion. Là, a priori, on a peu de chances de se tromper. Et c'est ça que tu l'époques? Alors, je vais dire après. Non, je ne vais pas tout démonter. Non, il n'y a pas de signature à l'époque. Non, il n'y a pas de signature. Justement, là, on n'est pas sur le. C'est pas la signature qui nous amène à attribuer ça aux ateliers d'Ivernay. C'est la couleur. C'est la couleur, c'est les motifs, c'est tout cet assemblage. Hein. C'est la qualité de la pâte, c'est ce genre de choses qui font la signature des ateliers et non pas des potiers. Là, pour vous répondre globalement, on se situe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voici ici donc les trous qui sont faits en cuisson pour l'écoulement de l'eau, donc toujours des cache-pots. Une grande diversité de motifs, motifs pas les mêmes, et alors de temps en temps, c'est pas le cas ici, on va le voir après, normalement, voilà, des petites scènes qui, sans être figurées, sont du moins, animées, sont figurées avec des petites maisons, des petites églises, on a des petites scènes de villages, de petits oiseaux, des petits arbres, plein de choses charmantes. Sur ces vases médicis, de temps en temps, des appliques, des petits masques humains. Alors, probablement des pères, alors on n'a pas de chance, vous voyez, parce qu'à chaque fois, dans les pères supposés, on a un visage qui est complètement abîmé, puis ça vous donne une idée. On n'a pas réussi à les intégrer à des récipients mieux conservés, mais tout ça, ça donne un ensemble vraiment très cohérent. Beaucoup de vaisselle également, on a vu des ornements de jardin, beaucoup de vaisselle qui dénotent un certain prestige, enfin, peut-être pas prestige, mais une vraie prospérité. On est dans une maison bien tenue, avec de la vaisselle de qualité, même de la vaisselle importée. Vous voyez ici, du faïence, des porcelaines, des très belle qualité, des récipients pharmaceutiques. Ici, c'est probablement un petit couvercle de peau avec une panthère. Alors après, sur l'aspect esthétique, chacun est libre, bien sûr, mais pour l'époque, ça constitue un vaisselier de grande qualité. Voici la statue que nous avons vue tout à l'heure, et donc probablement une allégorie de l'été, peut-être le printemps. On a arbitré en faveur de l'été, mais c'est vraisemblablement l'un ou l'autre. Malheureusement, et après un examen minutieux, on n'a pas trouvé sur le socle la moindre trace de signature. On sait bien qu'on va chercher. Au début, c'est vrai qu'en revoyant ce cliché, qui n'est pas possible, j'ai cru qu'il manquait que la tête. Ça donnerait des proportions quand même assez surprenantes. Vous voyez le pied, on ne voit pas bien la finesse de l'exécution, mais vous voyez au moins l'échelle du pied, vous voyez la longueur de la jambe avec un genou qui arriverait à peu près jusque-là, et là, les hanches. Donc la tête ne peut pas être là. En fait, ça c'est la pièce de fixation sur laquelle venait s'enchasser la partie supérieure, à partir du tronc. Donc une demi-statue. Vous la voyez depuis le dessus, avec ce qui ne pas le cou, comme on a pu imaginer lors de la découverte, mais bien cette pièce de fixation. Et puis voici le dessous du socle. Alors on voit bien qu'il s'agit d'une statue en terre cuite, avec cet engobe blanc. Enfin non, ici d'ailleurs, ce n'est pas l'engobe blanc, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Tout cet amas blanchâtre, c'est du plâtre. Mais c'est du plâtre qui n'est pas mis en œuvre dès l'origine. C'est une restauration. Non, loin de là, c'est une tentative de réparation. La statue a dû geler, c'est comme ça qu'on interprète, a dû geler sa ornement de jardin, a dû prendre le gel, a dû se fendre, et elle a été remplie de plâtre. Je vous laisse imaginer les poids, c'est pas très haut, c'est comme ça à peu près. C'est un poids absolument énorme, on est obligé de la porter à 2 ou 3, et on ne peut surtout pas la mettre debout. La photo qu'on voit avant, celle-là on a triché, en fait, elle est allongée. On ne peut pas la poser debout, sinon elle s'écrase sur elle-même, qui suppose, si on voulait la présenter comme ça, une dérestauration, ce qui enlèverait aussi, ça pose des problèmes méthodologiques, ce qui enlèverait aussi une partie de l'histoire de cette œuvre. On enlève ce morceau-là. C'est peut-être le prix à payer pour pouvoir la présenter dans des conditions proches de l'origine. En l'état, on est contraint de la présenter allongée. Alors, ça c'est une sculpture représentant un arrosoir qui venait s'accrocher ici. Elle a été retrouvée juste à côté, on a vérifié
aussi l'interprétation que nous faisons de cet objet. Évidemment, on ne peut pas le recoller. Vous voyez la complexité aussi de ces objets. Il s'agit d'objets en terre cuite. Vous voyez ici, je fais la position ici du plâtre, et puis ici, ce petit morceau marron, c'est du fer. Ça pose des problèmes de conservation assez terribles, puisque le fer, c'est un matériau qui, en rouillant, va avoir tendance à gonfler. Le plâtre, c'est un matériau qu'on appelle hygroscopique, qui va se gorger d'humidité, qui va faire rouiller le fer. Et donc tout ça, ça va pousser, jusqu'à faire éclater la terre cuite, qui est chimiquement plutôt stable. Donc c'est cet assemblage lui-même qui contribue à détruire la statue. Voici la tête que nous avons vue tout à l'heure remonter sur le buste. Il s'agit d'un personnage masculin, il s'agit probablement d'un portrait. Et on verra plus tard toutes les questions qui restent en suspens. Personnage masculin avec un regard un petit peu songeur, qui porte un costume typique de la fin du XVIIIe siècle. On se situe dans probablement les 2 dernières décennies du XVIIIe siècle. Vous voyez ici, je vous disais, toujours ce plâtre avec du fer, les traces oranges, c'était la manière dont on assemblait les différentes parties des statues. On ne la faisait pas d'une seule pièce, mais ce serait techniquement quasiment impossible, à moins de la faire pleine. En tout cas, ce serait difficile à transporter et elle aurait tendance à s'effondrer sur elle-même sous son propre poids. Donc on fait des statues creuses et puis on va les armer de plâtre au niveau des articulations avec des tiges de fer. Ce qu'on voit ici, c'est donc cette veste avec un grand col, un gilet fermé, un jabot, les boutons, en dessous donc le gilet fermé, le pantalon, et puis cette coiffure. Des coiffures assez bouffantes avec des rouleaux qu'on devine ici. Et vous allez voir, je ne sais pas si c'est juste après, non, voici de dos, on est déjà de dos. Il s'agit en fait de la perruque. Ici, vous devinez les rouleaux, l'autre rouleau ici est cassé. Cette perruque s'arrête ici, et là on retrouve les cheveux de personnage qui sont tirés en natte, qui sont enroulés. On a un tissu. Ici, probablement la boucle du catogan, malheureusement, a cassé au niveau auquel la tête s'est détachée du corps. Voici la partie inférieure avec donc tout ça en l'état de la découverte. Ça a été nettoyé, ôté des sédiments qui l'entouraient, mais en aucun cas restauré ni remonté. Une partie donc, de la jambe qui venait se fixer ici, et vous voyez tous les détails du vêtement avec ce pantalon qui vous tenait les genoux, et puis des petits breloques qui sont également typiques de cette période, dont on voit un détail ici, et sur lesquels on a espéré pendant un moment avoir une inscription, un nom, une mention quelconque. Encore une fois, on peut retourner cette statue de tous les sens, en l'examiner dans les moindres détails, rien trouvé du tout. Non. Alors voici une comparaison avec classique, hein, c'est assez facile, vous direz, de comparer ça avec les planches de l'encyclopédie, c'est néanmoins incontournable. Voici la planche perruquier, barbier de l'encyclopédie, avec des éléments assez proches. Hein, vous voyez, ici, ça ressemble curieusement à ce qu'on a de face, mais aussi de dos, ce qui conforte, s'il en était besoin, l'attribution chronologique, stylistique et puis la cohérence de cet ensemble. On a comparé également avec, je dirais beaucoup de prétentions qu'on a fait, avec ce qu'on avait, avec d'autres œuvres de l'époque, qui sont attribuées, excusez-moi un peu, à Pajou. Alors je ne dis pas que c'est Pajou, on verra Houdon après, je ne dis pas que c'est du Houdon. On est dans le même style. Je ne parle pas de la ressemblance physique, mais regardez sur les coiffures, vous avez les mêmes rouleaux. Sur les vêtements, on a des choses assez similaires. Sur ce buste de Philidor, George Washington, par Houdon, avec toujours la coiffure, et puis cette manière de représenter les vêtements qui a été typique de. Alors ici, ce que je peux pas montrer, George Washington, il est appuyé à une colonne. Le personnage de Bagneux, lui, était adossé à un tronc d'arbre, à la manière des antiques. Alors ce tronc d'arbre, alors un tronc d'arbre en terre cuite, hein, lui aussi, bien sûr, on n'a pas de branche, mais c'est une sorte de colonne en terre cuite, malheureusement déconnectée du sol. Donc on ne pourra pas remettre le personnage de pied, il faudra le socler, il faudra faire quelque chose, mais on n'aura pas la même allure, du moins que Georges Boucher. Un autre Houdon, et là vous voyez, on se rapproche de plus en plus. Le duc de Nivernais, vous avez une date d'exécution qui est 1787. Ce qui correspond également au vêtement. C'est un vêtement qui est assez typé à cette période-là. Vous voyez le même type de coiffure, avec ses rouleaux, avec
cette partie du front qui s'arrête, ses cheveux qui sont tirés en arrière, un catogan qui lui est très développé. Alors, il est probable qu'ici, on ne fait pas la même chose, on aura quand même des traces. Mais vous voyez, on est dans le même esprit. On a également ce traitement des yeux. On voit plus, parce que le personnage est tout dos. On voit un petit peu moins ici, parce que le personnage est, voilà, c'est de la terre, des barres, et puis l'éclairage n'était pas propice. Mais on a des traitements qui sont assez comparables. Condensé. Et après, j'ai peur de finir en gros blanc. Alors, je vais parler beaucoup trop vite. Ça ne sera pas le temps pour les questions. Vous vous souvenez, en contrebas de cette parcelle, on a vu un bâtiment qui en lui-même ne présentait pas un intérêt évident. On attendait sur le bas de cette parcelle d'autres choses, des découvertes le long de cette rue des Fossés, plutôt liées à une occupation médiévale. Alors, de la céramique, de la surée verte, éventuellement de la céramique flammulée, ce genre de choses qui font le bonheur des archéologues, et plus particulièrement des archéologues médiévistes, ce qui n'est pas compliqué. Mais, du moins, c'est l'ambiance qu'on s'attendait à découvrir. Et puis, en ouvrant ces sondages, alors, on va découvrir ces éléments de la fin du XVIIIe siècle. En ouvrant ce sondage, rien du tout, ce bâtiment-là. Ceci étant, en examinant bien les pierres, je ne sais pas si, alors sur la photo en haut à gauche, vous ne pouvez pas distinguer, sur celle à droite, vous pourriez distinguer. Alors ce qu'on voit ici déjà, c'est la reprise, c'est un caniveau en ciment, je vais arranger ce mur-là. Derrière, une cave voûtée que nous n'avons pas explorée parce qu'elle n'était pas comblée, donc gros risque d'effondrement. Toute cette parcelle, en fait, était occupée par des caves. Et puis, vous voyez ici un bloc qui a une forme un petit peu particulière. Et ici, il faut vraiment le savoir, comme ici je reconnais, on ne le voit pas. Sur celui-ci, on voit un petit peu, on voit des choses. On voit d'autres choses dans ce mur qui sont des réemplois. Manifestement, ce mur a été fait avec des éléments qui viennent d'un autre bâtiment. Là, ce sont les fondations. Je ne vous parle pas d'un mur en élévation sur 3 mètres de haut. Ce sont les fondations d'un bâtiment dont on savait qu'il apparaissait sur le cadastre napoléonien, on regardait un petit peu avant. Et là, on a des blocs d'un calcaire de très bonne qualité, c'est un calcaire local, qui est de très bonne qualité, équarri, soigneusement taillé, des blocs qui sont encore liés entre eux par du mortier, et dans ce mortier, des tuiles. Voilà. Ça rappelle, alors déjà pour des fondations, ça n'aurait aucun sens d'avoir ces aspects esthétiques, mais ça rappelle en revanche des choses que l'on trouve dès le Moyen Âge. Voici d'autres éléments qui ont été découverts dans ces fondations, et vous voyez, encore une fois, il s'agit de pierres qui ont été récupérées. Alors pour l'instant, c'est pas où on voit des blocs qui sont creusés, d'autres qui sont travaillés, on a toutes les traces d'outils, donc c'est plutôt intéressant. Je ne suis pas spécialiste, mais on peut aussi par l'histoire des techniques, l'apparition de certains outils, dater le travail de ces pierres. Et puis voilà, en trichant un petit peu sur les images, là, j'ai grisé tout ce qui correspond à des blocs plus ou moins bruts, et j'ai laissé avec les couleurs d'origine les emplois manifestes. Et vous voyez que ces blocs-là ne sont pas des blocs d'architecture, mais celui-là. Une fois qu'on a découvert celui-là, on a cherché attentivement, on a trouvé celui-là. Ce qui nous a aidé, ce sont les traces de polychromie. Je vous ai parlé tout à l'heure sur les ornements terpés de polychromie. On en a ici qui sont de nature différente. Et vous voyez les éléments ici qui ont été prélevés. Ils étaient un petit peu plus sales à l'origine, mais pas tellement, puisqu'ils n'étaient pas intéressés dans les fondations. Avec deux éléments qui ont constitué un seul à l'origine, deux fragments d'une belle statue. Ici, la partie inférieure avec un petit socle polygonal. On aperçoit ici le bout d'un pied et le bout de l'autre. Et puis ici, la partie qui se situe entre, en gros, les genoux et le bassin, avec le dessous du coude gauche. Ici. Vous l'avez compris, il s'agit d'une sculpture qui représente probablement un personnage féminin, probablement une statue religieuse, pour fait rapprocher de l'église Saint-Hermeux. Ah, vous c'est ça. Ah non, ils ont envahi prolonger, j'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est en
dans notre secteur, ça? Non, c'est un problème de veille. Comment ça se fait? Ça, si, c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça? C'est prolongé qui fait peur. Un veille et la nuit, mais prolongé. Il est bien branché. Ouais, normalement, oui. Ah, mais attendez, là, c'était éteint. Ah, alors, C'est ça. C'est l'entrave. Ah d'accord. Posez les questions. Pendant que nous remettons les choses dans le faut le... C'est juste en fait, dans le sens qui sont du coup, ça va être filmé tout ça. Vous voyez que vous êtes obligé de monter un minimum. Pourquoi l'hypothèse intervenante? Attends.